Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent ou qui nous regarderont plus tard. On continue notre série débutée la semaine dernière sur les shows anglais. Donc la semaine dernière, on a parlé de The Celebrity Traitors à l'issue de leur première saison. Et aujourd'hui, on profite de la fin d'une saison de Taskmaster, qui est un show qui dure depuis 2015 et qui en est déjà à sa 20e saison. Donc là, on part sur quelque chose qui est bien plus implanté et, euh, et très, très développé, puisque donc, ce jeu a été créé en Angleterre et il a essaimé partout dans le monde, dans une dizaine de pays. Ça a plus ou moins bien marché selon le pays, mais ça va jusqu'en Nouvelle-Zélande. Voilà. En Europe, euh, en Amérique du Nord et en Australie et Nouvelle-Zélande. Voilà, de mémoire, il y a quoi? Suède, Danemark, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie. Il n'y a pas eu Afrique du Sud, j'ai un doute. Ils ont fait un peu tout Alors, le Commonwealth. Je crois, il y je crois a pas qu'il y ait Afrique du Sud. en, en pays qui diffusent toujours, il y a l'Australie, le Canada, le Danemark, la Finlande, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Portugal, la Voilà. Suède. Euh, et à venir, il va y avoir l'Estonie, l'Islande et les Pays-Bas. Yep. Le, le Nord et les pays scandinaves et baltiques sont compatibles avec l'humour britannique. Oui, où ils ont des meilleurs rosters de, de comédiens et d'humoristes que les pays dans lesquels ça n'a pas fonctionné. Tu dis les. Est-ce qu'il y a d'autres pays que les USA où ça n'a pas fonctionné? Alors, oui, Ouais. ça n'a pas fonctionné en Espagne, euh, en Allemagne, en Croatie et en Belgique. D'accord, donc dans des pays où il y a quand même une grosse différence culturelle et dans l'industrie de l'humour. Mm. Il y a une logique. Et puis c'est des essais qui sont assez anciens, hein, qui datent Mm. de un an ou deux après le début de Taskmaster en Angleterre. Donc, Yep. donc voilà. C'est au point que par exemple la version allemande euh, n'a pas été diffusée. Ah, Voilà, bah ils ont voilà, j'ignorais enregistré ça. des épisodes et ils Mm. les ont pas diffusés. Oui, donc c'était un pilote, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, alors, qu'est-ce que c'est Taskmaster? Donc, littéralement, c'est le maître des tâches. Le maître des tâches, c'est Greg Davies, qui est un comédien anglais, qui est connu pour pas mal de choses, euh, et notamment différentes séries qu'il a créées lui-même. Et il a un assistant qui est réellement le cerveau du programme, donc qui a créé le programme, l'a affiné et travaille sur toutes les saisons, qui s'appelle Alex Horn. Euh, Alex est connu pour pas mal de choses dans le paysage audiovisuel anglais. Euh, il est aussi musicien, et il a profité de ça pour faire le générique, la musique de générique, avec son petit groupe.
qui s'appelle The Horn Ensemble, si je ne me trompe pas. Oh, Horn Section. Section, ouais, pardon. Excusez-moi. C'est Horn Section, avec du coup le double sens sur son nom, puisque son nom s'écrit Horn, Horne, et Horn sans E, ça veut dire corps en anglais. Donc le corps Ou les instrument. cuivres en général, en fait. Mm. Ouais. Voilà. Dans le cas de Horn Section, ça veut dire, en français, littéralement, ce serait la section des cuivres. Oui, c'est pour ça que c'est mieux section que ensemble. Mais ça marchait. Alors, tu les connaissais déjà avant, Greg et Alex? Oui, moi je connaissais Alex Horn par la Horn Section, qui avait quand même fait des spectacles et un peu de télé vers 2010-2012 par là. Il était intervenu pas mal dans Cats House Countdown, la version parodique de Déchiffrer des lettres avec des humoristes. Oui. Et je pense que j'avais vu un bout de ses spectacles solo aussi, à l'époque où ça traînait sur YouTube. Et Greg Davis, j'avais vu ses spectacles parce qu'il est de la génération qui a eu des DVD. Ah bah oui. Voilà, Oui. il est assez vieux pour dans les années 2000. Il a fait une carrière assez tardive pour son âge parce qu'il a eu une carrière de prof avant. Mais dans les Exactement. années 2000, il a commencé à avoir du succès et il a sorti 2-3 DVD. Donc voilà, à l'époque, j'avais pu voir ça. Et ces DVD de stand-up sont très bien, méritent d'être vus. Et après, j'avais vu ces séries Man Down et j'ai oublié la seconde, qui est l'histoire d'un nettoyeur de scènes de crime Oui, dont le nom m'échappe. qui est toujours en cours hein, d'ailleurs. Je Oui, vais. alors au rythme qui veut dire en cours pour une sitcom anglaise, c'est-à-dire qu'il y a une saison tous les 3 ans ou 4 ans. Mais oui, Tout simplement The Cleaner. The Cleaner, voilà. Où il joue le personnage titre. Voilà. Et qui est une adaptation d'une série allemande, si je ne dis Oui. pas de bêtises. Je ne parierai pas sur allemand, mais je me souviens que c'est une adaptation. Dans Man Down, on sent qu'il s'est beaucoup inspiré de sa vie d'avant, sa vie de prof. Et quelle que soit dans ces deux séries, en tout cas, il se donne pas le beau rôle. Hein. Oui. Il n'est pas très tendre avec Ouais. lui-même. C'est sa forme d'humour aussi. Voilà, c'est ça. C'est de l'autodérision dans son cas. Il a un physique particulier parce qu'il est très grand. Il parle de ses problèmes d'image corporelle en parlant de sa grosseur tout le temps, alors Mm. qu'il est pas si gros, mais parce qu'il est grand, ça se voit pas. Enfin, c'est très dur à dire et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ses spectacles, dans ses sitcoms et dans son humour. Un mélange d'autodérision et de hauteur par rapport à tout le monde aussi. Donc il attaque tout le monde autant que lui. Oui, oui, tout à fait. Je l'ai vu aussi, Greg Davis, dans Would I Lie to You. Mhm. Il est passé au moins 2 fois. Où tout le monde passe, de toute façon, c'est le principe d'un roster Oui, oui, d'humoristes oui. de toute façon. Euh, donc voilà, donc Alex et Greg sont assez connus et ils connaissent plein de monde. Donc quand ils ont commencé euh, au niveau des participants et des participantes, on a vu pas mal d'amis et de potes de Greg euh, qui ont La, notamment joué avec lui hein, dans Man Down. la toute première saison avait Tim Key, un des meilleurs amis de 20 ans, comme on dit, d'Alex Horn, et Roshin Conati, qui était l'ancienne coloc de Greg Davis. Sur 5 personnes, on avait 2 amis très proches. Oui, et donc c'est qu'est-ce que c'est Taskmaster? Donc on vous dit c'est un jeu. Il y a un maître du jeu et son assistant, mais en quoi ça en fait un jeu? Il y a 5 participants à chaque saison. Il n'y a rien de spécialement à gagner, à part un trophée qui représente la tête de Greg Davis. Euh,
Mais voilà, il n'y a pas d'argent à la clé spécifiquement. Ah, il y a un salaire, ils sont payés. Du coup, Oui, c'est mais c'est pas. ce qu'on disait la semaine dernière sur la différence entre la télé-réalité classique et le fait de faire travailler des comiques, des acteurs, tout ça. On est dans des gens qui sont là pour faire leur métier avant tout, quand même. C'est Quoi. important. C'est une distinction importante dans le ressenti de l'humour et de leur situation, parce qu'on va beaucoup dire qu'ils sont ridicules. Ils sont ridicules de leur propre gré. Oui, mais ce que je voulais dire par le fait qu'il y avait de prix euh, à gagner, c'est que tu gagnes ou que tu perdes la saison, ça ne change rien. Oui. Voilà, c'est ça que je sous-entendais. Euh, Ils sont là pour s'amuser, pour faire des trucs ridicules. Euh, Il y a une compétition, mais en général, elle est très sympathique. Euh, voilà, la plupart du temps, ils s'encouragent entre eux. Quand il y en a un qui gagne par rapport aux autres, les autres ils sont super contents. Bon, il y a quelques fois où il y a euh, des gens qui ont, des participants qui ont dit plus tard euh, que ça avait fait sortir quelque chose d'eux qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient et que ça leur a fait peur. Mais dans tous les cas, que ce soit la compétitivité, l'absence de compétitivité, les moments où ils sont sympas, quelle que soit la manière dont ça se passe, c'est utilisé dans le montage et par tous les gens qui font leur performance pour créer de l'humour et créer une histoire, un scénario qui tourne autour de l'idée de compétitivité. Que ce soit pour s'en écarter ou s'en rapprocher, c'est employé pour créer quelque chose. Mm. Euh, donc, 5 personnes qui globalement ont euh, comment on dit en français, un background en, en humour. Ah, donc, strictement, oui, leur métier doit être dans l'humour, que ce soit du stand-up, que ce soit de l'humour dans la fiction et dans la performance. Ça peut être des Oui, acteurs, que mais ce des soit des acteurs comiques. présentateurs. Voilà, c'est. Bah non, il y a un seul présentateur, c'est Richard Haussmann, qui fait quand même beaucoup de scènes et Mm, beaucoup de choses où il fait de l'humour. Mais même lui, qui est très accepté dans ces milieux-là, on va le retrouver dans les panels shows oui. mélangés avec des comiques, il est à chaque fois pointé comme l'exception. Donc c'est vraiment voulu pour n'être que des comiques. Que des gens qui sont capables d'improviser, capables de faire de l'humour, capables d'encaisser justement pour que ce soit jamais malaisant et malvenu. Le show se veut bienveillant, mais bienveillant en jouant de la compétitivité. Donc ce ne sont que des gens qui sont là pour pouvoir encaisser l'humour qu'on tire d'eux. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de façon générale? Oui, alors sur le principe du jeu. Donc on a 5 personnes. Euh, Elles vont réaliser sur, sur plusieurs jours en solo des épreuves et quelques épreuves en groupe. Euh, Ces preuves, elles sont réalisées la plupart du temps dans une maison euh, qu'on retrouve depuis la première saison, où on va retrouver les, certaines pièces. Donc il y a l'extérieur de façon générale, le jardin où il y a régulièrement des épreuves qui se déroulent, le laboratoire et le salon. Euh, la maison, elle est décorée différemment pour chaque saison. Dans le salon, il y a toujours un immense portrait du Taskmaster, donc de Greg Davis, à chaque fois dans un style différent. Et la maison est décorée autour de ce style-là qui fait le style de la saison. Euh, Comment se déroule une épreuve? Le ou la participante est invité à rejoindre un lieu précis, donc on va dire par exemple le salon, en présence de l'assistant du Taskmaster, donc en présence d'Alex Horn, et on va lui demander
à ce participant ou cette participante de lire le texte qui est présent sur une enveloppe cachetée. Et la phrase culte qui conclut quasiment 100% des épreuves, c'est Your time starts now. Ton temps commence maintenant. Donc le début de l'épreuve, c'est maintenant. La plupart du temps, les épreuves sont chronométrées. Il y a une limite de temps, ou bien c'est réaliser telle action en utilisant le moins de temps possible. Et les participants et participantes vont se retrouver face à des tâches absurdes. Par exemple, déplacer de l'eau d'un contenant à un autre, mais pour ça, les accessoires qu'ils vont avoir à disposition sont soit complètement incongrus, soit les choses logiques, par exemple un seau, ça va être percé de partout. Du coup, transférer l'eau, ça va pas être aussi facile que ça. Voilà, c'est un exemple parce qu'il y a eu régulièrement des transvasements en 20 saisons. Est-ce que tu as un autre exemple de, de tâche qui te vient en tête? De tâches typiques. Ouais. Bah, de toute façon, ouais, ça va se diviser. Il y a les tâches objectives qu'on sépare souvent. Donc des tâches qui vont être d'une manière ridicule ou avec des difficultés particulières, faire quelque chose, soit dans une certaine quantité, soit dans un certain temps, ou réussir quelque chose, c'est quelque chose d'aussi bête que réussir à mettre un ballon de basket dans un panier de basket, mais d'une manière ridicule, où ça a été fait dans la toute première saison, dans une tâche connue, avec mettre une patate dans un trou de golf, mais sans s'en approcher trop. Donc on peut juste la lancer, mais si on rate, on ne peut pas s'en réapprocher pour la rattraper, donc c'est fichu. Donc bah, il faut trouver une autre solution, et ça, c'est objectivement réussi ou non. Et il y a donc tout ce genre de tâches-là qui vont se terminer par tout le monde. Les 5 seront classés parce qu'ils font réussi ou non, ou ils ont fait, ils devaient atteindre 10 kilos, ils ont fait un 9 kilos, un 5 kilos, ça fait une différence, ou en temps le plus court. Et après, il y a les autres tâches qui sont les tâches subjectives et qui vont être celles où il y a une performance, une création, quelque chose d'artistique, une manière originale de faire quelque chose, et où là, ça va vraiment être le jugement de Greg Davis, et c'est là que son rôle de Taskmaster est super important parce que c'est lui qui juge à la fin qui gagne, et c'est lui, son style, son humour, son jugement qui crée vraiment le style de l'émission à ce stade-là. L'émission a été créée par Alex Horn, et c'est dans ces tâches-là qu'elle prend sens, que le côté c'est pas lui le Taskmaster, c'est Greg le Taskmaster, devient quelque chose qui crée l'émission. Et je meuble parce que j'en ai pas qui me viennent, qui soient vraiment, vraiment notables. Les premières qui me Les viennent. peintures. Voilà, il y en a qui sont créés des films, créés des tableaux, mais du coup, je peinerai à les Euh, décrire. alors, je crois que l'une des premières tâches de peinture, c'était peindre en étant à cheval. Oui, oui, dans la première saison, c'est ça. Ils sont sur un cheval avec une, C'est un cheval un pinceau dans mécanique, hein. une main, une toile dans l'autre main. Non, ils sont sur des vrais chevaux. Il y a un cheval mécanique, c'est la chute de l'histoire parce qu'il y a quelqu'un qui a Ah peur oui, des c'était chevaux ça. et Donc, qu'on lui donne un tu vois, cheval mécanique. j'avais Et focalisé là-dessus. justement, je crois que la chute, c'est que justement, c'est la meilleure amie de Greg Davis, c'est que Greg Oui, Davis la disqualifie parce qu'elle n'est pas sur un vrai cheval. Je me souviens qu'il y a une longue discussion sur le fait de la disqualifier. Je sais plus comment il tranche à la fin, mais je crois qu'il la disqualifie. Mais oui, voilà, c'est un excellent exemple. C'est quelque chose, et à la fin, tout ça est très drôle. On les voit galérer sur un cheval, et à la fin, c'est juste 5 toiles extrêmement moches et Greg Davis qui décide laquelle est la moins moche. voilà, Et c'est ça ça. arrive souvent. Et dans la dernière saison, ça arrive avec, ils doivent peindre, ils sont sur le toit d'un bâtiment type commerce où le toit est plat, et Oui, ils doivent peindre au sol, du coup, un étage en dessous, à travers un grand tuyau où ils font passer de l'encre, et ils doivent peindre un animal perché sur un autre animal. Du coup, bah, on les voit qui galèrent avec leurs longs tuyaux, on les voit qui se mettent en colère, qui mettent de la peinture partout, mais à la fin, le jugement, c'est juste 5 tas de couleurs informes et 5 personnes essayant de justifier que oui, c'est bien un panda assis sur un crocodile.
Oui, c'est bien, je ne sais pas quoi, un tigre assis sur un Il y avait le crapaud. Je sais plus quels singe, sont les il y avait un exemples. singe, je crois. Enfin, oui. Voilà. Les, moi, j'ai pas le vocabulaire pour ça, mais voilà, moi j'appelle ça les tâches créatives. Oui, Euh, c'est ça, c'est bien ça. donc il y a peinture, dessin, donc il y a, enfin, les tâches graphiques. Il y a régulièrement la composition de petites chansons et puis des mini-films. Mm. Et euh, c'est un autre rythme que les tâches où doivent exécuter une action. Ça a un autre rythme. Je trouve que ça apaise un petit peu l'espèce de vitesse qu'il y a sur les autres tâches. Où la... Oui, c'est souvent dans un temps limité, mais ça va être 20 minutes, ça va être une demi-heure, ça va être une heure. Ça va être un temps qui détermine le type d'œuvre qu'on peut faire plus que un temps qui oblige à une course contre la montre. et au niveau du montage aussi, ça fait une petite respiration Mm. pour nous. euh, Parce que ce qu'on voit surtout, c'est le résultat. Donc on nous présente par exemple les petits films ou les chansons, et c'est un temps plus calme que de voir les participants et participantes euh, courir après, aller dans telle direction, dans telle autre pour attraper tel contenant ou tel autre, pour essayer d'arriver à faire la tâche qu'on leur a donnée. C'est c'est pas la même vitesse. C'est pas le même. C'est beaucoup moins frénétique. Voilà, c'est ça. Merci. Voilà, ça fait une petite pause. Donc, il y a aussi quelques tâches où ils sont en groupe, un groupe de 2 et un groupe de 3. Euh, les groupes sont fixes. Il y a eu des exceptions, mais c'était pour des raisons de calendrier ou de blessures. Euh, voilà, et Donc ça, c'est le principe général de l'émission. Il y a toutes ces tâches faites dans cette maison et donc après jugées dans un studio voilà. en présence de tout le monde. Et du coup, dans le studio, on crée la structure de l'émission telle qu'elle est présentée au public, telle qu'est la structure de chaque épisode. Et chaque épisode commence par Greg qui annonce les différents participants. Et il y a une petite blague d'Alex qui, en général, n'est pas ultra drôle. Je crois qu'il essaye de faire le moins drôle possible Bah, c'est à pour la fois voir ça si... et son humour en stand-up. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de stand-up, hein, mais il y a 10-15 ans, et dans le Alex Turner, était beaucoup sur le malaise, sur la bizarrerie, sur ces choses-là. Et du coup, faudrait leur demander, je ne l'ai pas vu en interview, mais je pense que c'est fait pour pointer qu'ils sont bien là pour être complémentaires, que ce sont bien deux humours très différents, Oui, que Greg Davis réellement ne trouve pas drôle la plupart des blagues, mais que par ailleurs, c'est des blagues que tout un public trouve drôles, et qu'il y a moyen de retrouver deux publics et deux mm, styles de créateurs dans l'humour et de les réunir dans ce genre d'émission, justement. C'est vraiment pour ça que moi je considère ça comme inclusif. J'ai pas aimé d'ailleurs aux premières saisons parce qu'il m'a fallu le temps de comprendre la manière dont toutes ces choses différentes étaient liées par l'émission. Parce que justement, il y avait des choses que j'aimais pas, comme on a tous des formes d'humour qu'on n'aime pas. Mais oui, c'est fait pour lier des choses très différentes. oui, parce que bah, voilà, de toute façon, déjà, l'humour anglais est particulier. Et puis, bah, il y a différentes formes de toute façon. Il y a des gens avec qui on accrochera plus que d'autres. Voilà. Et si je suis en train de j'étais en train de partir dans une autre direction, donc je m'arrête tout de suite. Euh, donc si on finit donc comment se passe une émission. Donc une fois qu'Alex a fait sa blague pour essayer de faire rire Greg, donc Greg juge la blague, hein, et la première tâche c'est un
objet que chacun des participantes apporte et qui doit correspondre à un thème. Et pareil, c'est des thèmes chelous. Euh, et bien souvent, ce qui est le plus intéressant, c'est l'histoire que chaque personne va raconter pour expliquer pourquoi son objet est le meilleur par rapport à la définition qu'on leur a donnée. Parce que, soyons francs, en général, je ne sais pas si tu avais envie de donner des exemples des conditions proposées, mais la plupart des objets, sauf une blague fabuleuse qui est évidemment le vainqueur et quelque chose de vraiment nul de quelqu'un qui a eu la flemme, en général, les objets sont plutôt nazes. C'est la manière dont ils sont Oui, apportés, c'est l'histoire qui ça est qui est important. racontée, la manière dont ils improvisent une histoire pour justifier que leur objet est la meilleure réponse qui fonctionne, comme ça existe dans des jeux que des gens font autour d'une table, dans la réalité d'ailleurs, de lier deux choses par un peu d'improvisation. Et c'est là qu'on voit toute l'importance de leur improvisation, parce que justement, en fonction de ce qui a été dit avant, euh, que ce soit par les présentateurs ou par les coparticipantes, euh, ils vont très souvent s'en resservir et c'est super marrant. Euh, c'est un dynamisme vraiment sympathique. Euh, et on va retrouver ce genre de références à des choses qui se sont passées au début de l'émission, tout au long de l'émission, parce que bah, justement, c'est des professionnels qui savent faire de l'impro, qui se souviennent de trucs qui sont passés au début dans la présentation de chacun, d'une blague qui a été faite, et Oui, qui vont s'en resservir après. le C'est top. béaba de l'impro en humour, c'est caser un rappel à quelque chose de précédent au moment où c'est drôle. Donc Mm, se souvenir d'une vingtaine de choses pour en avoir une à caser à un moment où ça peut être drôle, c'est ce qui marche le mieux, mais c'est vraiment le premier truc qu'on apprend. Et en podcast, dans une émission comme ça, dans un spectacle, ça fonctionne pareil et ça marche vachement bien. ouais, ça marche très très bien. Euh, donc voilà, il y a 10 épisodes par saison. Euh, à chaque fin d'épisode, il y a un vainqueur de l'épisode par rapport aux tâches qui ont été présentées dans cet épisode. Je, je pense que sur le déroulement de l'épisode, tu voulais faire le, la tâche spéciale de la fin de l'épisode aussi avant, non? Ah, j'y avais pas pensé. Parce que Je l'avais oublié. tu as dit qu'il y avait une tâche spéciale au début, du coup, et après, il y a toutes les tâches Et dont on a oui, déjà parlé qui sont le gros de l'émission. Et il y a aussi une tâche spéciale à la fin. oui, il y a une tâche à la fin qui est faite en live sur la plupart du temps sur la scène, euh, parce que on le verra. Le plateau, en fait, c'est une espèce de théâtre. Euh, pendant toute l'émission, les participantes et les présentateurs sont, on va dire, dans la fosse. Et les spectateurs sont dans les gradins. Et pour la dernière tâche, les participantes vont sur la scène pour réaliser la tâche. Et à quelques exceptions près, hein, des fois c'est directement sur leur chaise. Mais c'est aussi pour souvent quelque chose de ridicule. Euh, C'est une variation sur les mêmes thèmes que ce qu'il y a dans le courant de toutes les émissions, toutes mm, les tâches qu'ils enregistrent séparément, à la différence que c'est une forme beaucoup plus compétitive parce qu'ils sont vraiment les uns et les unes contre les autres en et côte à direct, côte. voilà, Donc c'est c'est vraiment la seule partie qui ressemble vraiment à ce que serait une émission, un jeu compétitif, si ça existait sous cette forme. donc une fois que tout ça est fait, donc chaque tâche euh, a été notée sur 5. Celui qui, ou celle qui a le plus de points sur l'émission gagne les objets de la toute première tâche. Voilà. Et au bout de 10 épisodes, bah, la personne qui a le plus de points remporte le trophée, donc qui, je le rappelle, est la tête de Greg Davis, en
statue, je sais pas en quoi, mais ça doit pas être si lourd que En ça. plâtre, Ouais. en plâtre, si ce n'est en plastique, je Euh, sais pas. voilà. Euh, J'ai vu le dessous, ça ressemblait à du plâtre. et voilà, c'est et puis ils font une petite fête. Mais euh, on pourrait refaire un point diversité sur le cast parce qu'on a 20 saisons là. Mhm. Euh, donc j'en parlais un petit peu dans le premier épisode sur The Celebrity Traitors. Globalement, tout ce genre de show euh, fait beaucoup de choses pour aider à la diversité dans les programmes télévisuels. Euh, C'est fait consciemment, c'est de c'est la, c'est c'est super quoi bien le fait. mot c'est quoi le mot? Enfin, c'est du casting inclusif. Mm, C'est fait pour compenser les biais sociaux. Donc, il y a plus de comiques mecs blancs cis, mais le casting s'arrange pour, dans la limite des possibilités, des accessibilités de tout le monde, des programmes de tout le monde, avoir quand même dans chaque groupe de 5 des représentations diverses, toujours je cherche un mot pour pas dire complet, mais qui ne soit jamais limité à ces mecs blancs cis, quoi. voilà, on est vraiment sur de la variété en termes de tranche d'âge, en termes euh, d'origine sociale, euh, en termes de personnes racisées, de hommes-femmes, voire non-binaires. Euh, Au niveau des sexualités, enfin, il y a vraiment tout. Il y a tout le monde est représenté. Et Ouais, c'est c'est super. toutes les catégories opprimées sont beaucoup plus représentées qu'elles ne le sont ailleurs. C'est Oui, ça qui est important en tout cas. Quelle que soit la variation, parce que bah, il y a des conditions complexes, les gens qui sont moins représentés ailleurs sont plus représentés là où on fait un effort pour leur donner la parole. mm. Et c'est ultra appréciable. Euh, et qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? Je ne sais plus. Bon, ça permet toujours, de toute façon, de découvrir plein de gens. Euh, Ils font même venir des gens d'autres pays anglophones. Euh, donc ils ont eu Mai Martin qui vient du Canada. Mm. Ah bon, la plupart du temps, des gens qui ont quand même une carrière britannique. Oui. Et puis Ah, et à Sam l'exception Campbell. d'un. Mm. Sam Campbell qui vient Euh, d'Australie, oui, Rose Matifeo qui vient de Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Euh, Et tu on a eu penses quelqu'un d'autre de Nouvelle-Zélande, mais je bug. Bon. Mm. et tu penses à il est où? Je, je pense à Jason Mantzoukas, Voilà, qui est le seul qui a le vraiment premier pris américain. l'avion pour venir spécifiquement pour Taskmaster et n'était pas par ailleurs au Royaume-Uni pour travailler. Voilà. C'est pour faire court, il est très 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 fan de Taskmaster et il voulait vraiment participer. Euh, pour les personnes qui connaissent un petit peu cet acteur, vous dites peut-être oulala, oui, vous inquiétez pas, la production a pris des mesures. Euh, Comme c'est un agent du chaos et qui va essayer de toujours tout détruire, il le faisait passer en dernier pour toutes les épreuves pour être sûr que le matériel soit utilisable pour tout le monde. Et Euh, pour les gens qui n'ont pas en tête qui c'est avant tout un acteur de sitcom qui était dans The Good Place, dans Brooklyn Nine-Nine, dans un autre truc très connu avant, mais pareil, là je sèche. Enfin voilà, qui est un grand bonhomme indien, basané, barbu et je ne sais pas ce qu'il est comme origine, donc je ne vais pas dire de Grec. bêtises.
J'en ai aucune idée. Voilà. Mais qui a. Voilà, c'est parfait, qui a un type physique. Euh, comment on dit Zut, il y a un mot en anglais. Euh, Tu l'as en anglais ou pas? Non, 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 c'est justement le mot que je cherche. Mais quand on parlait de diversité, voilà, Ah, qui serait la victime de racisme en Amérique et qui l'est dans le cas des séries dans les rôles dans lesquels il est casté. Voilà. Et du coup, par ailleurs, bah oui, on s'en fout. Moi, typecast, j'ai aucune idée de ce qu'il est comme origine et de s'il a une c'est origine parce ça, que grec, je ne grec me suis jamais américain. posé la question personnellement. Et du coup, au moment d'en prendre compte, je suis emmerdé parce que je ne sais pas si c'est connu et si on doit le connaître. C'est connu, il est grec américain, deuxième génération, et il se décrit Ah lui-même oui, je suis comme con, son nom. 100% grec. Oui, Son nom. Voilà. voilà. Euh, ok, ok. Eh ben, est-ce qu'on regarderait pas un petit peu qu'est-ce qui, enfin, qui participait à la saison 20? Hop. Bah oui, j'étais sûr que tu aurais prévu quelque chose. Bah oui, voilà. Alors, est-ce qu'il a planté? Oui, ça a planté. Excusez-moi une seconde. J'ai des problèmes avec YouTube. Voilà. Donc pour chaque saison, il y a un teaser, enfin une révélation des participants. Et donc on a voilà une petite minute à regarder là. Anybody there? Hello? Hello, Hello? Hi. Who's that? Anya. It's Maisie. It's Philip. It's Reese. Sanji, were you expecting someone else? It's really stinky. Let's do this! That was disappointing. This is big, isn't it? For more Taskmaster, subscribe now. J'ai perdu. Comment? Je pensais que tu allais reprendre à la fin. Bah je laissais un petit bout de cuivre. D'accord. Ah, alors désolé, comme ça enchaînait sur les pubs, moi, comme je suis obligé de jongler avec le son, j'avais aucun son là. Ah, Voilà. j'ai mis le son Désolé, plus c'était fort et moi. tout exprès. Ah Non ouais. mais oui, je sais. Euh, voilà. Donc euh, pour cette saison, nous avions donc Anya Magliano, Maisie Adam, Phil Ellis, Richard Smith et Sanjeev Bhaskar. Moi, dans ces 5 personnes, je connais très bien Richard Smith parce que ça fait plusieurs années que je regarde ses créations depuis la Ligue des Gentlemen. Euh, et là, il a fini il n'y a pas très très longtemps l'immense saga qu'il a créé et qui s'appelle Inside Number 9. Donc je le connais pour surtout un côté euh, réalisateur, acteur. Et puis tout bêtement, leurs origines de comiques, mais comiques de sketch. C'est ça, Qui est resté ce avec... qu'ils ont fait, toute la troupe, dans les fictions télé. Oui, c'est ça. Et donc, je connais aussi un peu sa personnalité. C'est quelqu'un qui aime, euh, enfin, qui est très perfectionniste, qui aime faire les choses lui-même aussi. Euh, et donc, voilà, je sais un peu à quoi m'attendre. Les autres, je ne les connaissais pas, à part un tout petit peu Maisie Adam, qui a été sur plusieurs panels.
puisque elle, c'est une humoriste qui a été dans beaucoup, beaucoup de choses. Mais les 3 autres, inconnus au bataillon pour moi. Et de ton côté, tu connaissais qui? De mon côté, je connais alors Rich Shearsmith et Sanjeev Bhaskar, qui sont les 2 plus connus et les 2 Plus plus vieux. vénérables. Je les connais pour leur place dans la culture, même si c'est pas forcément le type de produit, le type d'humour qui m'intéresse. Mais oui, je connais la Ligue des Gentlemen. Je connais, pour le cas de Sanjeev Bhaskar, Goodness Gracious Me, qui est une sitcom extrêmement importante pour la représentation dans les années 90 de l'immigration South Asian, indienne, et d'autres pays au Royaume-Uni. C'était vraiment le grand moment de reconnaissance de toute cette part de la culture britannique. Donc je connais, mais je connais très bien, mais je l'ai jamais regardé, quoi. C'est d'avant ma génération de toute façon. Et après, je connais très bien Maisie Adams parce que j'ai vu du stand-up d'elle. Et puis c'est un peu la dernière arrivée. Forcément, la télévision terrestre s'est un peu cassé la gueule, hein, on le sait. Et du coup, dans tout ce monde des panels shows et de faire travailler des comiques dans des émissions de télé et tout, elle est arrivée juste avant le Covid, par là, vers 2020, et c'est un peu la dernière arrivée, avant que tout ce monde commence à vraiment se casser la gueule et que la production diminue et que ça devienne très compliqué. Donc elle fait un peu figure de dernière de la génération d'avant ou de jeunes de cette génération, quoi. Après, Phil Ellis et Nia Magliano, j'ai jamais vu leur stand-up, je les connais que indirectement par podcast, quoi. Bon, déjà, tu les connaissais un peu. Moi, je connaissais pas. Donc, ça a été une découverte. Euh, on l'a vu dans la petite présentation là, que je viens de passer. Chaque personne qui participe à Taskmaster pendant les tâches euh, se choisit un costume et va porter ce costume-là pendant toutes les tâches. Donc des fois on a des trucs rigolos ou des trucs classiques et il y en a des fois ils se rendent compte que leur costume n'est pas adapté pour les tâches, ils étaient trop contents mais en fait ils ont trop chaud ou ça les gêne, ce genre de choses là. Bon là il n'y a pas eu trop de soucis avec les costumes. Maisie Adams a eu quelques problèmes entre son costume et les costumes qu'elle avait. Elle a beaucoup parlé de sa culotte dans les podcasts où elle en parle, hein. Elle a eu une garde-robe peu sympathique de ce côté-là. Mais sinon, le cas le plus connu, puisqu'on en parlait la semaine dernière parce qu'il était dans Celebrity Traitors, c'est Nick Mohammed qui est venu entièrement habillé et maquillé en Dracula, Dracula de théâtre, avec le visage blanc et tout, et qui, du coup, quand il s'agissait de faire des tâches physiques, qu'il fallait courir un peu entre la chaleur du costume en plus en lycra ou je ne sais pas quoi de chaud synthétique, et le maquillage sur le visage, a beaucoup souffert. Oui. Donc voilà, il y a ce genre de choses, d'autres qui vont décider de mettre un casque ou des chapeaux, des choses comme ça qui font que c'est pas toujours pratique. Voilà, les grands manteaux. J'ai pas d'autres exemples, mais oui, le choix du Lima costume qui se baladait effectivement habillé en cascadeur avec un casque qui lui a servi 2-3 fois, mais qui se trimballe pendant toutes les tâches pendant 10 semaines. Voilà. Donc voilà notre cast. Je sais pas s'ils se connaissaient trop avant, mais en tout cas, globalement, ils sont bien entendus, même si, à mon avis, le duo pour les tâches, Maisie et Rhys, ça marchait moyen. Elle avait peur de lui, elle le dit. Ouais. Oui. C'est un des rares cas où du coup c'est leur boulot, hein, c'est pas grave. Mais oui, c'est un des rares cas où il y a une personne intimidée par l'autre, ce qui arrive souvent au début, mais où elle reste intimidée au fur et à mesure des tâches. En général, ça disparaît beaucoup plus, et là on voit qu'elle reste assez intimidée. En même temps, oui, il est assez quelqu'un d'assez qui est une figure d'autorité et qui a un humour pince sans rire. C'est dur à affronter, hein, quand même. C'est un combo difficile. Oui, il est particulier, Richard Smith. Tout à fait d'accord.
Hop, alors, Taskmaster, ils ont un site où on peut suivre au fur et à mesure des épisodes les scores. Donc ça, c'est les scores de la finale, hein, où on a eu, pour la première fois en 20 saisons, 3 gagnants. Déjà, pour la première fois en 20 saisons, un ex-aequo sur la saison, il me semble. Hein. Donc 3 en plus, mais déjà qu'il y a un ex-aequo, c'était la première fois. Sur le final, oui. Ouais. Oui, sur le final, oui, parce que sur un épisode, c'est déjà arrivé. Sur un épisode, c'est courant, ils ont une méthode, hein, ils leur font Oui. faire des petites tâches faciles, En plus, des oui. trucs tout bêtes qui prennent 2 minutes à filmer, et puis ils en sortent pour les 2 personnes concernées, ils en font 5 je crois dans chaque saison, donc ils peuvent faire presque un ex-aequo, un épisode sur 2, donc ils sortent une de ces petites tâches rapides, ils voient au hasard, ils voient qui gagne, et puis voilà, c'est celui, ça les départage. Et là, ils en avaient 3, et puis ils ne pouvaient pas le faire parce que ça déterminait la saison. Donc s'ils faisaient ça, ça revenait à choisir le vainqueur ou le gagnant ou la gagnante, puisqu'ils savaient à l'avance qui gagnait la tâche. Oui, c'est vrai. Alors par petites tâches, par exemple, on peut citer dire combien il y a de petits pois dans un bol. Mm-hmm. Voilà, par exemple. Là, du coup, ils ont décidé de faire appel à leur mémoire et leur demander combien de fois apparaissait la lettre T dans la peinture dont je vous parlais, qui est dans le salon, le portrait de Greg. Et celui qui s'en rapproche le plus gagne. Voilà. Donc, sachant que c'est quelque chose qui a été filmé il y a plus d'1 an, je crois. Entre 6 mois et 1 an, mais en tout cas, oui, il tourne en autre. C'est ça, ça a été filmé il y a plus d'1 an pour nous, et du coup, il y a autour de 6 mois, et voire un peu plus par rapport à quand ils ont filmé. Donc, ça doit être filmé en automne, et ensuite, ils font. Alors, du coup, sur la totalité de l'automne, puisqu'il faut qu'ils filment 5 personnes différentes. Ouais. Et après, au printemps, ils vont faire la session studio sur une semaine où ils enregistrent tout, pour nous le diffuser à l'automne suivant par rapport au tournage. Voilà, donc du coup, autant vous dire que moi je rentre dans une pièce, j'en ressors, je suis incapable de dire ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, et ça a été vraiment, c'était une question de chance. Donc c'est Maisie qui a gagné. De chance ou de logique. Du coup, elle n'a pas gagné sur la logique, parce qu'elle le dit elle-même après, elle a dit un chiffre au hasard. Oui, c'est ça. Mais c'était faisable. Oui, mais après, je vois pas comment. Moi-même en regardant les épisodes comme ça, j'avais même pas percuté qu'il y avait des T dans la peinture. Donc voilà. Alors si on veut, on peut voir un résumé de tous les épisodes de la saison là sur le site officiel, avec le détail de chaque tâche. Donc c'est pratique pour se souvenir de qu'est-ce qu'il y a eu comme tâche. Bon, on va pas tout passer en revue, hein, parce qu'au final, il s'est passé beaucoup de choses. Et donc il y a un récap à chaque fois avec les scores et le gagnant de l'épisode. Et donc on a ça pour absolument toute la série. Attendez, je vais revenir là 2 secondes. Voilà. Et donc en image de fond, vous les voyez tous et toutes avec leur costume de la série pour les tâches et quelques accessoires en plus. Parce que Maisie, c'était pas ça son
Si, c'est bien son costume, elle a juste pas la. Elle n'a pas les poules Elle a pas normalement. oui, mais et là, il lui manque le perfecto en fait. Oui, bah c'est ça. C'est pour ça que je Son la reconnais pas comme ça. costume, c'est le costume de. Alors, moi, et les noms des personnages. Le premier rôle féminin dans Grease. Ah oui. Oui, oui. De même que Reese Shearsmith, c'est le costume de Richard D. Grant dans un film qui nous reviendra dans 2 jours. Voilà. Oui, il en parle. Il parle d'ailleurs du manteau euh, qui lui a tenu très très chaud et il a expliqué d'ailleurs qu'il n'était pas pratique du tout. Il était très content. Il a fait faire le manteau sur mesure et tout. Il est très content de l'avoir, mais il dit c'est pas pratique du tout. Mm. Euh, alors, est-ce que ça marche ici? Alors, tu vas peut-être pas entendre. Je vais Ah rendre le non, son. ici ça ne le fait pas. Attends. Alors, il y a un petit truc sur le site. Il y a les flèches. Parce que, donc oui, le fond derrière change à chaque fois que tu rafraîchis la page. Mais les flèches qui te laissent croire que tu peux naviguer d'un fond à Ah oui, l'autre, en fait, elles tombent. très bien. Ah, tu le vois pas, c'est derrière. Attends, Si, je vois. là. On voit, t'en fais pas. Non, on l'a vu tomber, t'en fais pas. Tu Après, l'as tu vu peux le tomber? refaire. Ben, ça, c'est, Ah ça, oui, elle est tombée. Là, oui, on voit pas où elle est tombée. voilà, Pardon, oui. ça tombe Là, derrière. Ah bah maintenant je les vois plus. Ils y sont très plus. bien. Il est, il Les est, petits il est rigolos. fâché. Ouais. Euh, Ils ont une chaîne YouTube où on peut retrouver de nombreux épisodes. Bon, pour retrouver. C'est ça qui est important, c'est que contrairement à beaucoup de choses, ils mettent tout sur YouTube. Voilà. Ils bloquent juste les épisodes entiers sur le YouTube britannique. Mais ils tiennent à l'international et ils tiennent. De toute façon, ils ont une production bien payée. Donc c'est une chaîne indépendante. C'est une chaîne, pardon, c'est une boîte de prod indépendante. Ils ont commencé chez Dave, C'est ça, ouais, j'ai noté. qui est une petite chaîne de télé britannique spécialisée dans l'humour et dans les rediffs, qui marche beaucoup du rachat justement de panel show, de spectacles de comiques, d'émissions comme ça, et qui les rediffuse en boucle. Euh, et quand ça a bien marché, ils ont revendu leur truc pour plus cher à Channel 4, qui est une sorte je sais pas, d'M6 britannique, donc une grosse chaîne. Donc côté argent, et l'émission marche depuis 7 ans, 6 ans, Enfin, donc, c'est sur Channel 2000. 4. Oui. Donc maintenant, il marche vraiment sur le merchandising, les autres moyens de faire de l'argent, et ils ont très bien compris que il fallait pas cacher derrière un paywall l'émission, mais que l'émission elle-même était la pub pour... elle était sa propre pub, donc ils la mettent sur YouTube pour les Français, pour les Américains, pour tout le monde. Voilà. Donc, Tout le monde sauf les Anglais. donc vous pouvez aller sur la chaîne et vous pouvez voir les épisodes entiers. Il y a aussi des petits des sketchs qui sont, enfin des tâches qui sont mises à part pour si vous voulez voir juste 5 minutes d'un épisode au lieu de tout l'épisode. Il y a les podcasts d'après les épisodes. Voilà. Oui, chaque épisode a le droit à son podcast après coup, qui revient sur l'épisode avec soit des participants à la saison, soit des participants à d'autres saisons, soit généralement d'autres comiques. Voilà. Donc Il y a on aussi est des assez gâtés. best-of de divers types de tâches, ou les tâches réunies par type de sujet. Enfin bref, ils font tout pour faire des choses qui marchent sur YouTube, quoi, hein. Ils savent faire. Voilà, on récupère aussi régulièrement, enfin ils font aussi régulièrement on va dire, enfin des vidéos d'outtakes parce que il y a tout n'est pas gardé au montage vu que c'est de l'impro, hein, et des fois il y a des choses qui marchent plus ou moins bien ou qui sont trop longues. Et puis il faut qu'ils tirent 40 minutes d'une session de 3 heures. Voilà, donc on peut les voir aussi sur YouTube. Donc il y a vraiment beaucoup de contenu. C'est super intéressant. Et là, il y a aussi la version néo-zélandaise sur la chaîne. J'ai repéré que celle-là en plus. Il n'y a pas la version canadienne.
Non, ouais, moi dans ce que j'avais regardé par ailleurs, oui, j'avais regardé, je n'ai regardé que la néo-zélandaise, dont j'ai dû voir les trois premières saisons, ouais, je crois. Il faut que je me mette sur la version australienne maintenant. Euh, En plus des saisons normales, il y a 2 autres types d'épisodes spéciaux et une série dérivée, enfin un show dérivé. Euh, donc, c'est pas là que je voulais aller, c'était là. Il y a les épisodes Champion of Champions qui réunit toutes les 5 saisons, les 5 gagnants précédents et ils s'affrontent. Et Sachant que c'est un épisode, ce sera peut-être un double cette fois. C'était un double la première fois, les 3 fois d'après c'était un simple. c'était un Et c'est simple. pas Ouais. c'est pas une saison entière, c'est un truc très très court. Voilà, c'est beaucoup plus court et il n'y a qu'une seule session studio de mémoire. Ouais. Oui, puisque tu as dit un double, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et il y a aussi un épisode spécial pour le Nouvel An. Et on vient tout juste d'avoir le casting pour cet épisode spécial. Donc la différence, c'est que c'est l'épisode où il y a des gens qui ne sont pas des comiques. Et écoute, moi j'ai assez hâte de voir cet épisode parce que dans le casting annoncé, il y a Suzy Dent qui est connue comme la dame du coin dictionnaire des chiffres et des lettres anglais. Et je pense que ça va être très intéressant. Je l'aime beaucoup. Enfin, j'ai pas regardé beaucoup des chiffres et des lettres version célébrité, version humoristique, mais les quelques extraits que j'ai vus et les quelques messages que j'ai vus d'elle sur les réseaux sociaux, elle me plaît bien. Donc elle a, je pense, un très bon sens de la répartie et je pense que ça va être très intéressant. Les autres, je ne les connais pas, donc on Je verra. connais Big Zoo, qui est un broadcaster de manière générale. Je ne sais pas ce qu'il était au départ, je crois chanteur, mais qui a fait plein d'autres choses. Et Rappeur, qu'on chanteur, croise dans ouais. beaucoup d'émissions, qui a fait plein de choses, qui a fait des choses très très différentes. Ouais, ça, il était rappeur en premier. Mais du coup, moi, je le connais comme présentateur télé et comme autre chose. Et ça a l'air d'être un bon gars. Après, je connais Sam Ryder parce que c'est un chanteur et que je sais j'en ai entendu parler parce qu'il a fait le seul résultat potable du Royaume-Uni comment ça s'appelle, le truc où les gens chantent en Europe une fois par an. Je blague pas, c'est comment ça s'appelle en fait. Mais moi aussi, je sais plus. D'accord. Bon voilà, ce truc-là où les Anglais sont L'Eurovision. les Anglais ils sont traditionnellement mauvais. J'ai entendu dire que lui il a été second, un truc comme ça, alors que d'habitude ils sont derniers. Voilà, et que ça avait l'air d'être un bon gars aussi. Et je ne connais pas les 2 autres. Jill Scott, c'est une footballeuse. Oui, parce que je connais l'autre Jill Scott, qui est une chanteuse de New Soul américaine, mais c'est pas elle. Et Rose Elling-Ellis, c'est une actrice. Ah oui, c'est la première personne sourde qui... Alors, elle a joué dans EastEnders. Donc, EastEnders, c'est le méga soap anglais qui dure depuis des décennies et où quasiment tous les Anglais qui sont acteurs passent au moins dans un épisode. Voilà, donc c'est la première personne sourde qui va participer à Taskmaster. Voilà, je sais pas comment ils ont prévu de faire ça. C'est leur défi, justement. Je pense que Et je pense que ça va être très intéressant. C'est plus simple sur un épisode, parce qu'il y a... Ah, j'ai jamais retrouvé son nom. Il y a une comique stand-up sourde qui est connue. Non, son nom ne me reviendra pas. Du coup, ce serait intéressant de la voir, mais oui, même si elle lit sur les lèvres et que c'est dans un cadre de plateau de télé,
c'est à peine remarquable. Je pense que dans le cadre de ce qu'ils font, ce serait un handicap bien plus notable. Donc oui, ça promet comme épisode. Le Champion of Champions, j'ai hâte de revoir Sam Campbell et Matthew Bainton et Andy Zaltzman. Après John Robbins, comme ça je le remets plus. John Robbins, c'est un mec blanc, un quadra mec blanc. C'est ce que je vois. Voilà, c'est un ultime, zut, millennial, voilà. Ah. Voilà, ben non, mais je pense que ça va Cela bien dit, donner aussi cet La épisode-là. remarque évidente, c'est que quand ils se sont retrouvés dans cette saison 20 à avoir 3 personnes à égalité, un homme de 40 ans ou 2 femmes plus jeunes, la production a dû lâcher un grand soupir de soulagement que ce ne soit pas l'homme de 40 ans qui ait gagné, parce que tu as vu le reste les 4 autres du Champion of Champions? Oui, c'est que des hommes blancs. C'est 4 mecs blancs. Ouais, ouais. Et ça, ils n'ont aucun contrôle sur ça. C'est le seul truc sur lequel ils n'ont aucun contrôle. Oui. Mis à part le fait de se remettre en question en se disant merde, est-ce qu'il y a un biais culturel qui a un impact sur qui gagne en moyenne, qui peut être une réalité, les mecs blancs sont plus compétitifs parce qu'ils sont en situation de gagner toute leur vie et que du coup ils apprécient ça, ils sont plus habitués à une certaine forme de tâche. Est-ce que c'est ce genre de tâche qu'on met en avant, est-ce que c'est ça qu'on valorise, mais ça on sait que c'est des questions qui se posent dans la Après, production. le plus... Mais ça ne veut pas dire que ce soit facile de les résoudre. Le plus subjectif qu'il y a, c'est les notes données par Greg. Et du coup, tu vois bien quand même qu'il a ses chouchous, hein, certaines fois. Je suis pas sûr qu'il y ait il y en a qui perdent clairement parce que ça l'amuse beaucoup de leur mettre des mauvaises notes. Oui, j'ai pas Est-ce dit qu'il a j'ai pas dit du que coup, il a c'était des dans un têtes de bon Turc. Est-ce sens. qu'il a vraiment des chouchous? Je suis pas sûr. Non, mais... Je crois que ça a été prouvé comme une théorie fausse qu'il ait des chouchous. Que chaque fois qu'il a été avancé qu'il avait des chouchous, le score moyen sur les tâches subjectives des chouchous n'était pas si bon que ça. Oui, non, mais quand je dis chouchou, ça veut pas forcément dire qu'il les fait gagner. Enfin, des gens où tu sens qu'il a une certaine affection pour eux, mais c'est pas pour autant qu'il va bien les noter. Et même souvent, les gens qu'il connaît, c'est ceux qu'il va le plus bâcher. Ah oui. Voilà. Parce qu'il peut. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que sur certaines notations, notamment sur les tâches créatives, on lui donne possiblement des instructions pour qu'il note favorablement certaines personnes, par exemple, qui n'ont jamais gagné d'épisode. Non. Non. Ça a été debunked. Ça a À moins été qu'il mente là-dessus, mais non, il n'y a pas de raison. Non, c'est pas, il y a rien de faux sur les surprises. Quand quelque chose est censé être improvisé, c'est bien improvisé. Oui. Alors, La production prend soin de ne pas créer de situation où il est la moindre information qui l'influencerait. D'accord. Non, parce que Peut-être pas au point qu'il y aurait dans un truc où il y a vraiment des enjeux. Hein. Peut-être qu'il s'en fout si un jour ça arrive qu'il entende une discussion de 2 autres personnes. C'est peut-être pas à ce point-là, évidemment. Mais non, ils font gaffe à pas lui dire et à pas l'inclure dans les discussions qui pourraient l'influencer. Bon. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre? Non, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, Non, est-ce que tu as on n'a pas fait le tour. pronostic? On Non, n'a pas fait pardon. le tour. Il nous manque un truc. On a parlé des épisodes spéciaux. J'ai évoqué qu'il y avait un show spin-off. C'est Taskmaster Junior. Alors moi, je l'ai regardé. Je sais pas si toi tu as regardé. Non, ça se rapproche trop. Alors, c'est deux problèmes pour moi. Hein. C'est de la télé-réalité avec des vrais gens. Du coup, ça me met mal à l'aise par principe. Et doublement, c'est des enfants en plus. Il est hors de question que je regarde ça. Alors, je ne peux pas. Donc, C'est impossible. du coup, je vais offrir mon témoignage là-dessus.
Taskmaster Junior, si je dis pas de bêtises, il y a eu 2 Il n'y a eu qu'une saisons. saison. 2 Non. 2. Je crois qu'il n'y en a eu qu'une et que c'est. Je sais même pas s'il est censé. Si c'est pas censé être la seule. Ah non, il y en a eu qu'une. J'ai rien dit. J'avais eu l'impression qu'il y avait eu 2 sessions. Donc c'est présenté par 2 anciens participants. Rose Matafeo, qui est la maîtresse des tâches, et Mike Wozniak, qui est son assistant. Ils sont parfaits pour les rôles qu'ils ont, sachant qu'en plus c'est avec des enfants, et ils sont très bienveillants avec eux. Les enfants sont très drôles. Je me souviens d'avoir entendu, je sais plus qui de l'équipe, dire que Mike Wozniak en particulier a été casté parce que c'était le genre de personne que les enfants adorent torturer. Et c'est exactement ça. Oui. Mais Mike, c'est un gentil. Ça se voit dans... Mais c'est ça, c'est le genre de personne que les enfants, alors les enfants sociaux évidemment, mais reconnaissent comme quelqu'un avec qui ils peuvent jouer et se lâcher. Et donc, bien sûr, tout ce qui est filmé n'est pas utilisable, hein. Et c'est avec des enfants, donc il y a des moments où ils peuvent pas être concentrés. Donc je pense qu'ils filment beaucoup plus que pour les adultes. Mais en tout cas, ce qui ressort dans les épisodes avec les montages et tout, les enfants sont super marrants. Ils sortent des choses. Tu te demandes où est-ce qu'ils ont eu cette idée-là. Ils n'hésitent pas à bâcher. Alors Mike, c'est un peu facile, mais il bâche aussi Rose. La notation est ultra bienveillante et gentille. Parce que là où Greg va un peu casser la personne qui a été mauvaise sur une tâche, là Rose elle va dire bah oui t'as qu'un point mais t'as super bien participé quand même. Voilà, ce genre de choses là, c'est fait sans malice, quoi. Du coup, le format sur la saison est pas le même, il me semble, que dans la série normale. Les enfants sont pas en compétition sur toute la saison, c'est des groupes d'enfants différents, il me semble. C'est Donc ça. du coup, ça évite aussi ce qui pourrait amener des situations malsaines, j'imagine. Oui, effectivement, maintenant que tu le dis, c'est ça, ce changement-là fait que ils sont pas tout le temps avec les mêmes personnes, ils sont pas les mêmes personnes en concurrence, et du coup, c'est plus sain parce que ils vont moins avoir, enfin, si jamais ils se fâchent avec un autre participant, euh, ça va pas rester parce que l'épisode d'après, si c'est eux qui partent pour le prochain épisode, ils seront pas avec cette personne-là. Donc ils avaient beaucoup de filles et elles étaient super bien. Super drôles, il y en a beaucoup qui ont gagné leurs épisodes. Alors je me souviens plus du résultat, mais c'est pas forcément les plus vieux qui ont gagné aussi. Donc vraiment, c'était mignon. Franchement, c'était mignon et drôle. Voilà. Mais c'est pas le même public. C'est pas destiné au même public. C'est nécessairement différent. Après, tu cherches pas la même chose dedans, c'est sûr. C'est une chose intéressante à rechercher, justement, en plus une équipe de production qui cherche à faire quelque chose en mettant la bienveillance en avant. C'est juste, oui, effectivement, dans mon cas, c'est pas pour moi. J'ai rien à dire contre, évidemment.
tu avais une question, mon pronostic sur quel Je disais, épisode? bah oui, puisqu'on arrive. Alors, c'est important, on arrive au quatrième Champions of Oui. Champions. À chaque fois, on oppose 5 personnes. Alors, évidemment, comme il y en a 2 saisons par an, dans 2 ans et demi, on aura le Champions of Champions of Champions, Ouais, on verra. qui est réclamé à corps et à cri depuis des années par Richard Herring, qui est un des Champions of Champions, qui Oui. dit qu'on n'invite pas assez la télé, donc il attend ça pour revenir en 2027 à la télé. Mais du coup, cette fois-ci, bah voilà, est-ce qu'on est tous pour Messi Adam parce qu'on veut pas un mec blanc de plus, ou est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant? On est contre Matthew Bainton parce que c'est incroyable de gagner avec autant de facilité. Il a eu un nombre de points incroyable. Il est beau, il a du succès, il est intelligent, il réussit tous les trucs qu'il fait. À un moment, il va falloir qu'il perde quand même. C'est le cas où j'appelle il faut en laisser pour les autres. Voilà. Alors, je vois, il y a Sam Campbell qui va faire n'importe quoi comme Qui est d'habitude. un peu le représentant neurodivergent dans le groupe. Hein. Alors, bon, moi j'aime beaucoup Matthew Bainton, mais bon, voilà. John Robbins, je me souviens plus qui c'est. Donc, voilà. Andy Un mec Zaltzman. blanc, un stand-up assez classique. Oui, tu me fais la même réponse que tout à l'heure. Oui, voilà, mais de la génération et du groupe de Mock the Week, si ça te parle Oui, plus. oui, Mock the Week, je connais, mais là, comme ça, il me revient pas. Il m'a pas marqué, en fait. Voilà. Andy Zaltzman, je me souviens de lui, et j'avais beaucoup aimé aussi. Donc, Andy Zaltzman, ça semblait déjà une incongruité qui gagne une saison, alors qu'il puisse regagner après, ça semblerait encore plus étonnant, mais on ne sait jamais. C'est qu'un seul épisode, donc tout peut arriver. Tout le monde peut avoir un bon épisode et un mauvais épisode. Que ça sera entre Matthew Bainton et Sam Campbell. Je pense que ce sera entre John Robbins et Matthew Bainton. Je pense que c'est les deux contestants à avoir eu le plus de points dans toute l'histoire de la série. Si je n'oublie pas. Ah non, avec Dara O'Brien, qui est déjà un champion. Voilà. Donc ça risque d'être entre eux. Après, c'est un seul épisode. Ouais, après, voilà, je retiens pas qui a eu le max de points et tout. Je le fais plus au Alors, je le retiens pas, mais comment il s'appelle moi et les noms. Je suis. Hop, je vais. Tu vas devoir aller sur Blue Sky pour chercher le nom. Il y a quelqu'un qui présente le Taskmaster's People Podcast, qui est un journaliste et qui aime beaucoup les stats et qui fait tous ces trucs-là et qui pond un long article toutes les semaines après l'épisode qui donne toutes les stats possibles en les comparant avec tout ce qui est dans les épisodes avant. Il s'appelle Jack Bernhardt. Ah ben, je ne connais pas cette personne. Il faut aller le suivre sur Blue Sky et toutes les semaines, il poste, je vais y aller. Non, mais les chiffres, ça va pas pour moi, ça va pas le faire. Moi, ça me... Hop. Est-ce que je trouve le dernier? Voilà, donc sur l'épisode 20, je ne l'ai pas lu, mais l'épisode 10, pardon, de la saison 20, qu'est-ce qui peut nous sortir de notable? Alors, c'est sous forme de texte, hein, c'est pas juste des tables de stats, même s'il donne accès à ses tableurs données, où il y a du coup tout. Donc, c'est lui qui va faire le type de calcul du genre, quelle est la proportion de points qui sont donnés dans des tâches subjectives par rapport aux tâches objectives, qui marque le plus de points sur la tâche d'entrée où il faut du coup amener un objet, qui donc gagne beaucoup de points sur ça, qui gagne des points sur la dernière tâche plus par rapport aux tâches, les deux tâches qui sont en studio par rapport aux tâches qui sont filmées on location. Donc c'est lui qui sépare ça et qui va dire qui va pouvoir dire quels participants sont bons à tel genre de choses. C'est aussi lui qui du coup a pu prouver que non, Greg Davis n'a pas de favori. Parce qu'à chaque fois qu'on avance un favori, il se trouve que non, les tâches subjectives ne sont pas spécialement à leurs avantages. Non, j'ai rien qui me saute aux yeux là en regardant. Mais bon, voilà, il a un article de genre de 10 pages sur chaque épisode. Ouais, mais voilà. Alors, moi je pense que les chiffres ils veulent strictement rien dire et que ça sera au feeling complet.
Par exemple, Maisie Adam, voilà, elle établit un record sur le prize task, donc le Oui, première les tâche. prix. Ouais, Avec les 5 points qu'elle a gagnés dans le dernier épisode, c'est la première à avoir réuni plus de 40 points de cette tâche-là sur toute la saison, en finissant à 41 points juste les prize tasks. juste, ouais. Mm. Elle a gagné 5 des 10. Mhm. Et 27,15% de ses points dans la totalité de la série sont sur cette tâche-là uniquement. Ouais, donc en gros, si elle rate cette tâche-là Mm. au Champion of Champions, elle a peu de chances de gagner. Voilà. Mais bon, enfin, moi, je... Et par exemple, là où c'est intéressant quand on fait des pronostics, alors que ça n'a aucun sens, hein, je suis d'accord. Oui. Juste derrière, le second par contre, le second dans cette, du coup, le second meilleur dans les prize tasks, c'est Andy Zaltzman à 23,75% de ses points. Donc ils vont se retrouver à s'affronter. Oui, Ce sera intéressant. ouais, mais il y a trop d'inconnus en fait. Ce talk show, les différentes tâches sont, même s'il y a des tâches qui vont se ressembler un petit peu d'une saison à une autre, euh, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et parmi les participantes, il y en a plusieurs qui ont suivi beaucoup le jeu euh, avant d'y participer. Et c'est évident, enfin ils le disent, et puis voilà, nous aussi on s'en rend compte. C'est très différent entre regarder quelqu'un faire et faire soi-même. Oui. Donc c'est pour ça que je pense que les stats ne peuvent pas aider à trouver qui gagnera. Parce que ça va être ça permet de comprendre le complètement... passé, pas de faire des pronostics sur l'avenir. Ouais, Après, c'est j'ai ça. jamais essayé parce que les pronostics et les paris me débectent, mais ça ne me semble pas malin de toute façon. Oh bah là, enfin, c'est intéressant de voir que telle personne a gagné la majorité de ses points sur tel type de tâche. Mm. C'est- Ça en dit plus sur la personne en fait. Voilà, c'est intéressant de voir ce qui sépare les gens et de confirmer, c'est surtout ça, c'est confirmer quand on a des impressions sur ah oui, un type de personnalité fait un truc différent et tout. Voilà, c'est Ou ça, c'est comment tu quand on se pose réagis. sérieusement cette question-là, ou quand on blague sur Greg Davis a des préférés, c'est intéressant de pouvoir le vérifier quand il y a effectivement une stat établie à travers 20 saisons qui permet de le vérifier. C'est marrant d'avoir cette stat, quoi. C'est pas une stat assez intéressante pour que tout le monde se penche dessus, mais puisqu'il y a une personne obsédée par les tableurs qui Oui, s'est non, amusée mais à le faire, c'est autant en super, hein. profiter. C'est super, c'est comme les pages Wikipédia qui Mm. sont ultra fournies. C'est... Ça aide bien, y a pas à dire, ça aide bien. Euh, mais oui, voilà, tout ce que ça me dit, ces chiffres-là, c'est euh, enfin, ça m'aide à mieux comprendre comment est la personne. Voilà, plus au niveau de sa Mm. personnalité, ses facilités ou ses préférences. C'est tout, hein. Mm. Et donc là, ça veut dire que Missy Adam, elle s'est bien baratinée pour Voilà. vendre l'objet qu'elle amène. Voilà. Elle a de bonnes idées, elle a de bonnes idées en répondant à une question simple, et elle s'est bien baratinée pour se justifier. Sachant qu'on a eu par exemple euh, Victoria Coren Mitchell par le Oui. passé, qui était quelqu'un qui était une baratineuse absolument fabuleuse. Après, elle a plusieurs records en tant que joueuse de poker hein, féminine, donc évidemment que c'est une grande baratineuse, mais ça se vérifie. Ça ne se vérifie pas dans ses points parce qu'elle crée des situations d'opposition avec Greg Davis qui lui coûte cher justement sur la première tâche de chaque émission, mais où on a des victoires assez incroyables de sa part sur des baratins à partir d'absolument rien. Alors, je regarde un petit peu mon papier. Je vais faire mon papier. Mon papier numérique. Je pense que on va pas faire
le tour des tâches. Hein. Non, c'est bon. On préfère vous À moins- laisser. Les épisodes sont tous disponibles sur la chaîne officielle. Si vous connaissez pas Taskmaster, prenez un épisode au hasard. Et Ou un best-of, vous regardez vite fait, trouvez Voilà. une tâche au hasard, même C'est- un best-of au hasard. Et si jamais vous hésitez, parce qu'il y a 20 saisons, le premier épisode de la première saison est un bon condensé de tout ce qu'il va y avoir pendant des années derrière. Il y a plusieurs gags, et peut-être pas le mot, mais situations drôles récurrentes dues au format de la série qui apparaissent dès le premier épisode. C'est Oui. assez unique. Et complètement involontairement, puisqu'ils ne pouvaient pas le savoir. oui. Si vous êtes intéressé et que effectivement 20 saisons plus les épisodes spéciaux, c'est beaucoup. Et que pour l'instant vous savez pas si vous allez aimer, regardez le casting des saisons, les gens qui peuvent vous paraître sympas, enfin voilà, les gens que vous connaissez, que vous avez envie de voir, et regardez ces saisons-là. Statistiquement, Voilà. regardez la saison 19, il y a Jason Mantzoukas qui Oui. est connu pour ses rôles dans des sitcoms qui Je sont vais beaucoup mettre son connus par les profil. Français et qui sont représentatifs du genre Voilà. d'humour qu'il apporte là. Il y a quand même un parallèle, c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est des rôles de fiction, hein, mais il y a Non, mais c'est c'est lui pas pour qui dire que joue. c'est pas des rôles de composition, mais il y amène beaucoup de lui dans ses rôles et ça se Tout retrouve à fait. là. Tout à fait, c'est lui-même hein, dans ses rôles. Voilà, c'est l'énergie du chaos. Hein. Il a l'air très gentil, mais très chaotique. Donc, il va Je pense il va que tout c'est gentil, faut casser. juste pas être inflammable. Voilà. Si t'es pas inflammable, t'es en sécurité. Mais voilà, chaque saison, en tout cas, est intéressante, que ce soit par rapport à des gens que je connaissais déjà avant, des gens que je découvre et que du coup, maintenant, je regarde ce qu'ils font. Par exemple, Fern Brady ou Mae Martin. Mm. Voilà. C'est. Qu'est-ce que. J'ai plus son nom, mais. Attends, je vais le retrouver rapidement. Je suis en train de. Enfin, j'ai commencé à lire les bouquins de Richard Haussmann. Mhm. Voilà. Ah, les Thursday Night Murder Club. Oui. Oui, parce que ça marche pas beaucoup en France, mais c'est un énorme best-seller international, Richard Haussmann. Oui, on en parle parce que en fait, c'est un producteur télé à l'origine qui est devenu. C'est un producteur de un truc super connu, Attends, le je vais Juste regarder Prix, ça. une connerie comme ça. Je vais regarder sa À fiche. ses débuts, c'est un producteur de gros jeux télé qui est devenu présentateur de jeux télé, qui est devenu un peu un trésor national. Hein, il est sur le chemin et qui est en tant que figure de la télévision et qui s'est mis à écrire des bouquins. Donc des polars à la Agatha Christie, et il se trouve que ces bouquins ont eu tellement de succès que le reste de sa carrière est un peu secondaire maintenant. Alors, donc, pour avoir lu pour l'instant le premier volume en anglais, bah, écoutez, c'est très bien. Quand je l'ai découvert avec. Alors, c'était pas forcément. Dans Taskmaster, ça pouvait être aussi dans Would I Lie to You, parce qu'il y a été aussi. Mais voilà, je me suis dit, ça peut être intéressant de regarder ces bouquins. Ces bouquins en anglais sont très bien écrits. Les phrases sont courtes. Non, mais voilà, il y a du vocabulaire, mais il te le met pas dans la tronche. C'est très accessible. Il y a des chances que ce soit déjà traduit en français, et si ça ne l'est pas, ça le sera. Ça doit l'être au moins pour le premier, parce que je l'ai entendu dire la semaine dernière qu'un des rares pays où ça avait été un flop, c'était la France. Ah alors, ça a été un flop à il parlait de la négociation des contrats. Donc, est-ce que ça a été un flop au premier tome, ou est-ce que la France a carrément refusé d'acheter le bouquin? En fait, maintenant que je le formule, je suis pas sûr. Je sais pas. Enfin, parce que la en France, tout on a un cas- rapport particulier avec les bouquins anglais quand même. En tout cas,
Donc, comme tu le disais, c'est un très grand succès et il y a une adaptation en film sur Netflix, je pense, de la première enquête. Donc, c'est pour ça que je Oui, voulais oui, oui. finir le Avec premier livre. un casting en casting or de et dingue. réalisé par comment s'appelle-t-il, le réalisateur de plein de choses, des Goonies, scénariste des Gremlins et qui a fait plein de trucs. Ça me reviendra pas. Mais bref, un réalisateur compétent. C'est un petit film plaisant. C'est un peu, Je ne l'ai pas c'est un, encore regardé, mais voilà. c'est un peu trop Netflix au sens où bah, c'est très 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 bien fait et puis on sent que ça pourrait avoir un peu plus d'ambition. Ah, bon. On a un peu dérivé sur Oui, mais Richard c'est pas grave. Osman, qui a une carrière très, très intéressante. Euh, qu'est-ce qu'on dit pour conclure? On peut parler très très rapidement des gimmicks. Donc il y a Your Task Starts Now. Et depuis plusieurs saisons, Alex arrête pas de dire cette phrase aux participantes qui demandent des explications. All the informations on the task. Donc, toutes les informations sont sur la tâche qu'on vous a donnée, donc sur le papier qu'on vous a donné. Ça y était pas au tout début. C'est arrivé assez vite. Mais c'est arrivé. Au début, il était un petit peu plus aidant, on va dire. Ils étaient moins sûrs d'eux, je pense. La production n'était pas la même. Maintenant qu'ils sont sûrs d'eux, c'est plus facile de répondre non, tu as toutes les informations quand tu es sûr d'avoir bien testé ton truc et que tu es sûr de ton résultat, que quand tu es dans le début et que tu veux pas créer une situation où quelque chose échoue à cause de ça. Et je pense aussi que c'est par rapport à tous les... j'ai pas le mot en français, donc je vais paraphraser, sinon je vais dire le mot en anglais. Tous les contournements que les participantes ont réussi à utiliser. Et que c'est une espèce de petite vengeance d'Alex, j'ai l'impression. Pour lequel, justement, spécifiquement Richard Osman, puisqu'on en parlait, qui est quelqu'un dont le métier, c'est un producteur d'émissions de télé et un spécialiste des émissions de télé à format, donc où la manière dont les choses sont construites détermine la manière dont l'émission de télé est passionnante. Et du coup, quelqu'un qui est habitué à penser avec ce qui se passe et qui a absolument, dans sa saison, qui était une des premières saisons, casser la plupart des tâches en trouvant une solution qui était très très simple, mais à laquelle personne n'avait pensé. Donc ils ont pris énormément soin après à formuler les tâches pour que ce soit pas possible. Et ça amène aussi, d'ailleurs, si tu me permets, à une autre, puisque tu parlais des zut, quel était le mot que tu as employé? Non, les choses récurrentes, les gimmicks. Oui. L'autre gimmick qui est celui de regarder sous la table, où ça commençait souvent sous la table, il y avait quelque chose qui était soit une aide, soit carrément la solution, soit un objet utile, ce qui a mené à ceux qui avaient déjà vu la série pensaient à regarder sous la table, ce qui a mené à Sarah Millican qui commençait toujours par regarder sous la table, à tel point qu'au bout d'un moment il y a une tâche où il y avait un petit message qui disait bonjour Sarah, simplement sous la table. Et ce qui a mené à, dans les dernières saisons, il y avait des malus pour ceux qui regardaient sous la table. Il y en avait un où il y avait une tâche, un texte entier sous la table qui devenait une tâche qu'il fallait lire à voix haute et qui était incroyablement long et qui faisait perdre des points s'il ne le lisait pas entièrement à voix haute. Donc voilà, c'est le méta-jeu à travers la série qui est devenu un gimmick. Alors, j'ai l'impression que cet épisode est un peu parti dans tous les sens, un peu plus que la dernière fois. Mais je pense que c'est l'esprit chaotique du jeu qui s'est emparé de nous. C'est naturel. Du coup, écoutez, on espère que malgré tout, malgré le fouillis, on vous a donné envie de voir au moins un épisode si vous avez jamais eu l'occasion de voir Taskmaster.
Si vous découvrez et que ça vous plaît, dites-le nous. On est sur Blue Sky, sur Twitch, puisque on est en direct sur Twitch en ce moment. On publiera l'épisode sur YouTube grâce à Puck. Merci Puck. Et de rien. Et dites-nous ce que vous en avez pensé. Ce que vous avez pensé de l'épisode. Regardez le précédent si vous ne l'avez pas fait et si ça vous intéresse de voir de savoir de quoi parle The Traitors. Je ne sais pas si on revient la semaine prochaine. On verra notre inspiration, sinon on reviendra au printemps pour parler de la prochaine saison de Taskmaster, sans rien présenter, mais juste en réagissant à ce qui s'y passe. Voilà, ce qui est sûr, comme si tout le monde connaissait. Ce qui est sûr, c'est que en fonction des autres shows qui vont sortir là au fur et à mesure, on refera des épisodes comme celui-là. Pardon, je suis en train de m'étouffer avec un pèse, tout va bien. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit du pèse contre mes dents. Oui, donc, des épisodes comme celui-ci dédiés à des présentations de shows, des épisodes de réaction à des saisons de shows qu'on a déjà présentées, et puis peut-être d'autres choses, mais ce ne seront peut-être pas des reacts. On verra. On verra. Voilà. Suivez nos programmes sur Twitch et nos publications sur Blue Sky pour savoir si on se voit la semaine prochaine. Voilà. Et tout ce qu'on fait d'autre. Oui. Merci beaucoup, Puck. Merci, Yad. Salut. Merci pour l'accueil. Et salut. Pareil.